Et le jour s'éclaire pour l'archipel. Les automobilistes ont commencé à circuler en certains endroits grâce aux travaux de déblaiement des équipes de route de Guadeloupe appuyées par des renforts venus de l'extérieur. Le point en tout début de ce journal. 40 000 personnes rétablies en 2 jours. Les équipes d'EDF sont à pied d'œuvre et en Guadeloupe et à Saint-Martin. Le tour de force de l'électricien capté par Linda Kayarsi est à venir dans cette édition. Basse-Terre, défiguré, meurtri, déshabillé, le chef lui a souffert et tente de panser ses plaies après le passage de l'ouragan Maria. Ce que nos équipes ont vu aujourd'hui à Basse-Terre est à venir aussi dans ce journal. Et la Dominique, encore ravagée par un phénomène climatique. Le pays a perdu tout ce qu'il était possible de perdre. Le Coreca lance un appel à la solidarité. Nous y reviendrons avec notre invitée Karine Nivelle, membre du Coreca. Bonsoir, bienvenue sur ATV Guadeloupe. Ils sont près de 200 déployés sur l'ensemble de l'archipel. Des militaires du RSMA, mais aussi des équipes venues de la Martinique, de la France hexagonale et même de l'île de Corse, tous mobilisés pour le dégagement des voies. Résultat, la situation sur le trafic routier s'est améliorée. Reportage Isabelle Hameau. Depuis avant-hier, les équipes de route de Guadeloupe sont à pied d'œuvre pour rendre possible la circulation. Les routes départementales qui ont été, les principales sont dégagées. On a le reste où on doit avancer, mais ce n'est pas toujours évident puisqu'on a beaucoup de câbles EDF et téléphones et de téléphones qui traînent. Donc ce qui ralentit notre progression. À certains endroits, on ne peut pas se permettre d'avancer si on a un câble électrique. On ne sait pas s'il y a du courant, s'il n'y a pas de courant. Donc par rapport à ça, une fois que EDF aura fait les interventions nécessaires, on pourra avancer. Même, je vois, hier, j'ai dû convoyer, j'ai dû aider au transport d'un char en provenance de Basse-Terre. Pareil, donc pratiquement tous les 2-3 km, il fallait que le véhicule s'arrête pour pouvoir éviter un câble. Néanmoins, quelques axes sont encore interdits par mesure de sécurité. Du côté de Bouillante, particulièrement avec le passage, je dis Bouillante d'abord en premier avec la Nationale 2, au niveau du pont de Bourseau, où ça va être assez contraignant du fait qu'il va falloir travailler sous circulation. Donc ce qui n'est pas évident, c'est sur un passage étroit. Et les difficultés sont assez grandes là. Aussi, on a la route des Mamelles. Ce matin, on a eu une réunion sur le terrain. Donc la décision a été prise de fermer la route le matin à 8h jusqu'à 16h. Donc ça laisse aux entreprises 8 heures pour travailler. Avec une fermeture totale. Je précise bien, j'insiste là-dessus, ce sera une fermeture totale. C'est uniquement les entreprises qui seront sur site. Les particuliers pourront passer par la route des Mamelles avant 8 heures et le soir après 16 heures. Du côté de Marie-Galante, le même travail s'effectue. Pour les Saintes, les équipes de route de Guadeloupe se rendront sur place une fois les liaisons maritimes seront rétablies. Et près de 40 000 foyers sont toujours privés d'électricité ce soir. Hier, à la même heure, ils étaient 60 000. Une réduction conséquente qui s'explique justement par les efforts produits par les équipes d'EDF qui travaillent sans relâche pour réalimenter l'archipel. Les explications de Linda Kayarsi. À 30 mètres au-dessus du sol, ce technicien d'EDF est à pied d'œuvre pour réalimenter au plus vite le quartier de Duzère à Sainte-Rose. On a eu une intervention où il y a un câble HTA, un câble de moyenne tension qui s'est décroché de son support. Donc là, on a consigné de part et d'autre du lieu d'intervention. Donc on a mis des terres à gauche et à droite, en amont et en aval du défaut, du lieu d'intervention. Et là, on a changé l'isolateur pour fixer le câble sur son support. Le but derrière, c'est quand même celui-là, d'alimenter les clients, de sécuriser les lieux, effectivement, parce qu'il y a du monde qui passe à droite et à gauche, donc de sécuriser les lieux. Surtout pas toucher aux câbles qui sont à terre. On ne sait pas s'ils sont alimentés, s'ils ne le sont pas. Dans tous les cas, on ne touche pas. Et on attend que les secours ou les équipes d'EDF arrivent pour intervenir. Depuis le passage du cyclone Maria, ce ne sont pas moins de 549 agents EDF de l'archipel, ainsi que tous les renforts du groupe qui sont mobilisés pour rétablir l'électricité. Il y a une bonne période de diagnostic qui est en cours. Là, l'intervention a duré 1 heure, donc il y a pas mal de clients qui vont être contents suite à cette heure-là. En termes techniques, il y a 8 postes d'épée, 8 postes de distribution qui vont être réalimentés suite à l'intervention. Combien de clients derrière, je n'ai pas les chiffres, mais effectivement, il y a quand même pas mal de clients derrière ces 8 postes de distribution. Pas mal de clients vont être réalimentés, ça c'est clair. De 80 000 foyers privés d'électricité,
Les équipes d'EDF ont fait chuter à 60 000 le nombre de foyers encore coupés. D'ici la fin de la journée, EDF prévoit le rétablissement de 20 000 lignes. Et le réapprovisionnement en eau potable demeure problématique. L'usine de production de Bel-Ocado, l'une des plus importantes de l'archipel, a subi hier soir la panne du groupe électrogène qui permet son fonctionnement. Depuis, un autre groupe a été installé, mais ce qui occasionne tout de même de nombreuses perturbations sur le réseau. Le détail avec Isabelle Hamou. La distribution de l'eau semble toujours compliquée. Si la plupart des unités est en production, une ne l'est pas. C'est le cas de l'unité de Vernoux. La canalisation amenant l'eau non traitée vers l'usine est à remplacer sur 70 mètres. En l'état, elle n'alimente pas la commune de Bémao. Quelques perturbations sont à noter. Les unités de production d'eau potable situées en Basse-Terre ont fortement été impactées lors du passage du cyclone Maria. L'unité de Bel-Ocado est en service, mais ne fonctionne que sur groupe électrogène, faute d'alimentation par réseau électrique. Celle de la digue est endommagée. La production d'eau se fait progressivement. Les communes les plus concernées par ces anomalies sont Goyave, Le Gosier, La Désirade, Capesterre-Belle-Eau, Les Saintes, Saint-François et certains secteurs des Abîmes et de Sainte-Anne. Concernant les secteurs de Moudon, Jarry et Rouelbourg à Bémao, ils sont alimentés par l'unité de Moustique. La distribution en eau se fait progressivement depuis hier soir. Pour l'usine de Déhauteur à Sainte-Anne, si elle a été mise en service depuis mardi, quelques perturbations persisteront encore toute la semaine dans l'est de la Grande Terre. Et selon la préfecture, la majorité des établissements hospitaliers a été réalimentée en eau potable avec une pression suffisante pour assurer leur fonctionnement. Néanmoins, certains sont toujours privés, comme la clinique de l'Espérance aux Abîmes et la polyclinique de Pointe-à-Pitre. Les EHPAD, eux, rencontrent des problèmes d'alimentation. Certains sont même alimentés par les pompiers. Et certains sont encore sous le choc du passage de l'ouragan Maria. À Pointe-Noire, des habitants qui n'ont pas dormi pendant le passage de l'ouragan nous ont confié avoir vécu une nuit cauchemardesque. Reportage Nathalie Dinane, Patrick Curie, Moïse Dexter. Comme dans de nombreuses habitations, c'est en famille que la plupart des Guadeloupéens ont vécu l'enfer de Maria. Une façon de partager l'angoisse, se sentir plus en sécurité, surtout quand on vit son premier cyclone. Moi j'ai assez bien dormi, mais c'est assez impressionnant. Les vents, on ne connaît pas ça, on est de France en fait, et du coup on n'a pas du tout d'ouragan ou quoi que ce soit. Les arbres déracinés, des gros arbres, c'était assez impressionnant aussi. C'était assez sale, mais après il y a tout le monde qui était en train de s'entraider à ranger. On l'a assez bien vécu nous, à part avec les vents qui étaient forts et surtout le passage de la mer, les grosses vagues. On n'est pas habitué vu qu'on vient de Paris, on était en vacances ici pour voir notre famille, donc à première vue c'est assez impressionnant. Après ça a été et je remercie tout le monde justement, y compris Dieu pour ça. C'était un premier cyclone pour moi, mais ça s'est assez bien passé. À part dans la nuit de lundi à mardi, il y a eu beaucoup de vent et de voir la rivière descendre, c'était assez impressionnant aussi. On n'a pas eu beaucoup de dégâts, un peu d'eau qui est rentrée en bas, mais sinon on n'a pas eu beaucoup de dégâts. C'est plus le lendemain, comme ils ont dit, quand on a été faire un tour dans le bourg, on a eu beaucoup d'arbres, des feuilles, des roches aussi, des grosses roches qui étaient un peu partout. Mais sinon, la maison elle-même, ça va. C'est ici que cette famille a passé le cyclone, sur le lit de la rivière et proche de la mer. Habitant à côté de la rivière et la mer, les sensations sont autres. Pas de peur, mais une angoisse très très forte lorsque les éléments se déchaînent. Et puis le vent, et puis le bruit surtout des cailloux. Voilà, un tout. À 15 ans, c'est la première fois que je vois autant de vagues. Un déferlement pas possible. Et après, j'entends vraiment comme ça, depuis on va rester comme ça. Après la pluie, le beau temps et l'essentiel, le réconfort d'un ami. Si tu peux rester à Gaza, c'est obligé de sortir là. Mais il n'y a pas de sortir à Gaza ici. Mais il est plus fort qu'il marie. Ou bien si nous n'avons pas. Si on n'a pas, c'est moi tout si j'ai regardé. Moi, pas fait rien, il en partie. Entrer de l'eau, là, c'est qu'à sortir, là, il qu'à rentrer. L'eau, là, c'est qu'à rentrer tout partout, là, il qu'à rentrer en là, mais il n'est pas sorti en haut, puis il est descendu en bas. Ils n'oublieront jamais Maria.
Et puis, 3 cadavres ont été découverts dans l'archipel en l'espace de quelques heures. Le premier corps serait celui d'une des 2 personnes disparues depuis lundi soir au large de la Désirade. C'est une patrouille de la gendarmerie qui a effectué justement vers 6 heures du matin la découverte du corps, ce qui porte le bilan lié à Maria à 3 morts et 1 disparu. Le corps d'une jeune femme non identifiée mais particulièrement abîmée a été retrouvé au pied d'une falaise ce matin à Capestarbello. Impossible pour l'heure de dire si ce décès est lié au passage de l'ouragan Maria. Et enfin, un homme a été victime d'une plaie mortelle dans la zone du Cou à Saint-Louis de Marie-Galante. Il s'agirait d'un meurtre dont le mobile est encore inconnu. La ville de Basse-Terre, notamment sa façade maritime, a souffert des dures conditions liées au passage de l'œil de l'ouragan non loin de ses côtes. Le chef-lieu tente de relever la tête. Reportage Nathalie Dinan, Moïse Exter, Patrick Curie. Après avoir été durement touché par Maria, la vie reprend doucement son cours à Rivière-des-Pères. Ce quartier situé entre la mer et la rivière était très exposé et a subi de lourds dégâts. Les habitants sont encore balais et serpillères en main 48 heures plus tard. Difficile. Moi, je regardais. De toute manière, ce sont mes sœurs qui viennent me faire topo de tout ce qui se passe. Moi, j'essaie d'éviter, même pas d'entendre le bruit. Parce qu'on entend, même dans l'été, on entend la mer. Alors, je suis là, dans une chambre, là, je reste là, et de temps en temps, il vient me dire, il y a mon frère qui est là, il vient voir s'il y a quelque chose. C'est lui. Justement, il est venu au moment où la mer a enfoncé la porte. Je ne pensais pas que ça aurait fait autant de dégâts, parce que j'ai l'habitude de vivre des cyclones. Par exemple, Marilyn, le cyclone était passé carrément dans la maison. Ça avait balayé toute la maison. On avait eu de l'eau, tout ça. Mais là, avec Maria, on a tout perdu pratiquement, puisqu'il y avait pratiquement 40 cm d'eau dans la maison. Ça a diminué, mais il y avait pratiquement 40 mètres d'eau dans la maison. J'habite là-haut, j'habite tout en haut. Et moi, comme je suis seule, je suis allée dans l'école. L'autre sœur, elle est allée chez l'autre sœur, la grande sœur. Et du coup, comme c'est une maison familiale, on est venu l'aider hier. C'est hier qu'il fallait venir. Il y avait du sable partout, de la terre. Et on est venu l'aider. C'est elle qui habite dans la maison. À quelques pas, Germaine, elle aussi, pense ses plaies. Encore choquée, elle veut avancer. L'heure est aux actions de solidarité. Ici, Rivière-des-Pères, nous, quand nous mettons dans la main, nous, quand ils font collecte pour dimanche, pour nous voir si nous attaquer le quartier là, nous finir nettoyer. Parce que le quartier là, sale. Alors, comme nous sommes ici, donc nous quand nous mettons dans la main, nous main fort, alors nous choquons. C'est soit si moi, pas qu'à nettoyer chez là, moi, qu'à faire manger. Dans l'autre qu'à faire manger, on partit ces jeunes là à nettoyer. Et là, ils finissent nettoyer pour nous rassembler, nous, pour nous payer, manger quand même. Si ils font un travail, il faut nettoyer. Il faut manger. Ils nettoyer, il faut manger. Est-ce que vous doit faire moi? Une chose est sûre, il faudra s'armer de patience et de beaucoup de courage pour que Rivière-des-Pères retrouve un visage accueillant. Et restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes, nous le verrons. L'accès à la plage de Grand'Anse interdit aux visiteurs et puis comment aider la Dominique à se relever du passage du monstre Maria. Nous le verrons dans un instant avec notre invité, membre du Coreca. L'accès à la plage de Grand'Anse, atout touristique de la commune de Déhay, a dû être fermé car le site est dégradé. Les restaurants du bord de mer ont subi aussi d'énormes dégâts. Les explications d'Yvan Lemar. Grand'Anse a été complètement transformée par l'ouragan Maria. Beaucoup de dégâts pour la plage, mais les habitations ont plutôt été épargnées. Ici, il y a eu pas mal de dégâts végétaux. Les arbres sont tombés. Donc la plage est bien comblée de branches et de feuilles. Donc c'est pour ça que la route est fermée. Pour la sécurité des gens qui vont venir ici. Donc les gens viennent quand même un petit peu sur la plage, mais c'est encore très réduit. Il faut donner le temps à la mairie et le temps à l'armée aussi qui participe à son nettoyage. Ça va être un petit peu long, mais bon, voilà, c'est les inconvénients du cyclone. Pour les restaurateurs, pas de dégâts majeurs. Quelques pertes alimentaires, malgré une perte importante du chiffre d'affaires, on est plutôt serein. La tempête nous a vraiment épargnés. On a eu beaucoup de dégâts, mais tout autour. Les arbres se sont abattus autour. Donc on a fait un gros nettoyage avec toute l'équipe pour pouvoir réouvrir le plus rapidement possible. Malgré ça, il y a un arrêté municipal qui est tombé pour préserver les gens, pour leur sécurité. Donc du coup, on ne peut pas réouvrir à l'heure actuelle, mais on s'en sort quand même très bien. Un arrêté municipal interdit l'accès à la plage pour le moment.
Les premières réparations sont prévues la semaine prochaine. Et puis, quelle importance accordez-vous aux consignes de sécurité? Sont-elles suffisamment claires selon vous? Linda Kayarsi vous a posé la question, on écoute vos réponses. Elles sont suffisamment claires. Et puis, elles arrivent, on sait que déjà le seul problème qu'il y a, c'est qu'on est au courant au dernier moment de la force du cyclone qui arrive. Mais généralement, on est dans une zone de cyclone, on sait comment il faut se préparer. On a tendance à oublier qu'on est dans une zone de cyclone. Vous pensez que les consignes devraient être données beaucoup plus tôt? Les consignes, ce sont les mêmes qui sont répétées à chaque cyclone qui passe. Hein. Donc on devrait déjà les inclure et puis savoir ce qu'il faut faire. On a tendance à oublier qu'on est dans une zone de cyclone. C'est pas clair dans la mesure où il y a une ambiguïté. On dit de ne pas sortir. Par exemple, quelqu'un qui travaille à l'hôtel, les clients qui sont là, il faut les recevoir. Et la personne n'a pas le droit de quitter sa maison, de rouler. Ça pose un problème. Le patron tout seul ne peut pas faire tout le service. C'est un cas parmi tant d'autres. Je veux m'arrêter à celui-là. Mais est-ce que vous dites que ce n'est pas forcément clair? Non, non, ça va. Bah, disons qu'on devrait avoir un peu plus d'informations, mais sinon, dans l'ensemble, pour moi, ça va. Hein. Voilà. Elles sont suffisamment claires? Bah, pour moi, ça me paraît clair. Hein. Donc après, il faudrait avoir plus d'informations, mais pour moi, ça me paraît clair, hein, parce qu'ils le disent tout le temps, ils répètent tout le temps. Donc oui, pour moi, c'est clair. Et vous les respectez? J'essaye de les respecter. Oui, parce que moi je me suis abonnée sur Facebook aussi de la préfecture et ils nous envoyaient régulièrement des nouvelles, ils nous disaient à chaque fois où on en était, ils nous donnaient les instructions, etc. Donc moi je trouvais que c'était bien. Et c'était mes premiers cyclones. Donc ouais. Donc vous avez respecté les consignes? Oui. Qu'est-ce que vous Absolument. avez fait? Alors j'ai fait mon petit sac de cyclone, j'ai fait les provisions, j'ai gardé mes papiers à l'abri, je ne suis sortie que quand on a pu sortir, etc. Ouais. Oui, moi je respecte, oui, globalement, oui. Qu'est-ce que vous faites quand vous les respectez? Je fais des réserves, je mets ma maison en sécurité et puis bon, je suis les consignes. Quand il ne faut pas sortir, reste à la maison. Et elles sont suffisamment claires, vous avez trouvé? Oui, moi j'ai pas de souci, j'ai pas eu de souci avec ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'indisciplinés, mais c'est assez clair quand même. Oui, je respecte toujours les consignes de sécurité et les consignes, cette fois-ci, ont été très claires. Alors vous dites cette fois-ci? Cette fois-ci parce que disons que pour Irma, ça a été, je dirais un petit peu en retard. Mais sinon, cette fois-ci, je crois que tout le monde a eu une bonne leçon. Ça a été pris en avance et c'était super. La seule chose, c'est que passer en 24 heures du 1 à 5, c'était pas prévu. Mais en tous les cas, nickel. Et la reprise des cours pour les élèves aura bien lieu ce lundi. Une rentrée progressive qui se fera en fonction de la capacité de chaque établissement à recevoir les élèves. Ainsi, à Sainte-Rose, la municipalité a décidé d'en faire sa priorité. Reportage Yvan Lemar. Au groupe scolaire de Viard, les agents communaux ont repris du service. À l'école primaire, pas de dégâts majeurs à signaler. Bon matin là, 8h, tout le monde déjà si pour ça, tout le monde déjà au travail. Les nous arrivés, nous voyons quelques dégâts de feuilles blanches qui tombaient. Mais sinon, l'école pas tenir de l'eau, tout le bitin était sec, nous nettoyer, la cour était sec, préau là était sec, en passant un coup de raclette, un coup de l'eau, et nous nettoyer la cour là, qu'on voit effectivement la cour là propre, tout partout propre, nous avons fait tout ça, il y a à faire. Si c'est pour l'école commencer depuis demain, parce que nous sommes au top niveau. À l'école maternelle, même constat que l'école primaire, le nettoyage a bien avancé. C'est au niveau des arbres qu'on a eu des chutes d'arbres, de branches. Ensuite, quelques infiltrations d'eau dans les classes. Mais puis la gouttière qui est tombée. Donc là, l'équipe technique de la mairie est en train de réparer un petit peu au niveau des arbres. Et puis les dames de service ont déjà un petit peu enlevé l'eau. Et puis là, elles vont essayer de tout faire pour qu'on puisse reprendre lundi. En espérant que chez les enfants aussi, qu'il n'y ait pas trop de dégâts dans les maisons, dans les familles. Et qu'on puisse les retrouver pour qu'on puisse recommencer à travailler. Aujourd'hui, les services techniques ont passé en revue les établissements de la ville. L'ensemble des réparations à effectuer a été répertorié. La rentrée des écoles de Sainte-Rose est prévue lundi.
Et tous les yeux sont rivés aujourd'hui sur l'île de la Dominique. Au moins 7 personnes sont mortes à la suite, à la suite du passage de l'ouragan Maria. Et l'île est complètement dévastée. C'est ce que nous allons voir ce soir avec notre invitée. Karine Nivelle, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Vous êtes membre du CORECA qui s'est très vite mobilisé. Vous organisez d'ailleurs une grande collecte pour venir en aide aux populations sinistrées sur place. Mais avant de parler dans le détail, en tout cas de cette grande collecte, la communication avec l'île, on le sait, est toujours impossible. Que savez-vous de plus sur ce qui se passe à l'île de la Dominique? Alors, les informations qu'on a pu avoir viennent plus de l'extérieur que de personnes de la Dominique elle-même. En fait, on a des contacts sur la Barbade ou même au Canada qui peuvent nous donner des informations parce qu'il y a des moyens qui ont pu mettre en place, très peu, mais on a quelques informations à savoir qu'effectivement l'île est complètement dévastée et comme le Premier ministre de la Dominique l'a rappelé, il n'y a que ce qui n'a pas pu être détruit qui résiste encore, qui a résisté, mais dans la majorité des villes, il n'y a plus rien. Quels sont, dans ce cas, quand on a tout perdu, quels sont les besoins prioritaires pour cette île? Je l'appelle aux dons, je pense à l'appel aux dons que vous avez lancé aux Guadeloupéens. Alors, bien évidemment, l'appel aux dons se fait normalement, mais notre priorité, ce serait plutôt l'eau, des bâches, parce que les toits sont complètement partis. Après, les conserves, des aliments, mais vraiment pas de vêtements, pas de choses de ce type. Et aussi, on essaie d'avoir une priorité aux palettes. Donc, ce sera un appel aux associations, à toutes les personnes qui sont donatrices, à se rassembler et peut-être plus d'acheter des palettes déjà toutes conditionnées afin que ça puisse partir en Dominique. Grâce à une liaison téléphonique, en tout cas, qui a été réalisée avec le conseiller principal du Premier ministre, Ezra Winston, il déclarait celui-ci que l'aide arrive plus facilement des îles anglophones que des deux départements français qui sont beaucoup plus proches d'un point de vue géographique. Comment peut-on l'expliquer? En fait, même ce matin, il y a un bateau qui devait partir, qui n'a pas pu accoster. Donc, ils ont peut-être des moyens que l'on n'a pas, mais en tout cas, il y a une volonté de bien faire. Par contre, demain matin, c'est sûr qu'un bateau partira avec 2,5 tonnes des palettes, un conditionnement de 2,5 tonnes de produits pour la Dominique, et ça se fera tous les jours, en tout cas, sur cette semaine, à partir de demain. Comment donner, comment faire pour aider le CORECA justement à aider ces personnes sinistrées? Alors, pour toutes ces personnes, il y a un appel aux entreprises qui peuvent donner, aux particuliers, comme je disais, qui veulent donner avec plus en termes de palettes, se rassembler et donner en termes de palettes. Et il y a une collecte qui peut se faire au niveau de la Casa, où le propriétaire, David Rumeau, pour ne pas le nommer, a mis en place son espace afin que les palettes puissent être déposées en attente qu'elles soient chargées pour la Dominique. Karine Nivelle, vous qui êtes investie dans cette association, le CORECA, lorsqu'on voit toute l'aide qui a été déployée à Saint-Martin, la Guadeloupe, la Martinique, la Dominique, quel regard portez-vous sur ce qui se passe en ce moment? Avez-vous l'impression que la Caraïbe est en train de vivre un drame qui la dépasse? Un drame qui la dépasse, je vous dirais, ailleurs, il y a des drames. Il y a des drames, mais on doit s'y accommoder presque parce que nous sommes dans une zone et période cyclonique, donc on doit s'y préparer simplement. C'est la première fois que autant d'îles se retrouvent comme ça, confrontées au même moment à faire face. Oui. Ben, c'est la loi de la nature, voilà, mais en tout cas, on doit pouvoir y faire face avec les moyens que l'on a. Et ensemble... Avez-vous été agréablement surprise par l'élan de générosité des Guadeloupéens? Surprise, les Guadeloupéens donnent parce que depuis 1995, le CORECA travaille sur la solidarité. Notre première action a été avec le cyclone Louis en Guadeloupe, mais aussi à la Dominique, et Antigua, pardon. Et en fait, depuis cette période, nous, en tout cas au CORECA, on sait que notre population est habituée à donner et c'est pas nouveau.
Merci en tout cas d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Je rappelle qu'un conteneur doit partir demain par bateau, en tout cas. Voilà, un conteneur doit partir demain. Faut savoir qu'il sera accompagné avec le président de l'association Dominique Guèze. Et donc, en tout cas, ça sera accompagné à chaque fois qu'il y aura un conteneur. Il y aura du monde là-bas pour réceptionner tout ça. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Nous partons maintenant en Guyane, où l'appel national à la grève contre la loi travail a été suivi, mais timidement, par une quarantaine de militants ce matin. On regarde le reportage de Jonathan Larieux. Ils sont une quarantaine à marcher sur l'avenue Léopold ce matin. Les syndicats du monde éducatif guyanais, accompagnés de l'Union des travailleurs guyanais, ont sillonné ensemble les rues de Cayenne en protestation à la loi Macron. C'est une réponse de solidarité à l'appel à la grève nationale lancé par le syndicat Sud. Les différentes organisations syndicales locales se sont regroupées en intersyndicales pour protester d'une seule et même voix. Demander l'abrogation et la fin de la loi Macron, qui est pour nous une loi qui va précariser le monde du travail. Et puis également en Guyane pour faire confiance, pour montrer à la population et prendre conscience aux gens qu'il y a des choses encore à gagner à la suite du mouvement social de la semaine dernière sur les accords de Guyane, et également pour dénoncer auprès de la préfecture la situation des travailleuses et des travailleurs et des Guyanais en général sur ce territoire. Précarité, chômage, mauvaises conditions de vie. Mais le mouvement est au final très peu suivi. La population est absente lors de cette manifestation, pourtant annoncée depuis déjà plus de 2 semaines. C'est d'abord les travailleurs qui sont concernés. Maintenant, il y a un travail peut-être d'explication à faire. Nous allons continuer à le faire. Et je pense que des réunions vont s'organiser avec l'ensemble des syndicats pour effectivement monter en pression et voire aller jusqu'à une grève générale. Parce qu'il est important effectivement que les travailleurs comprennent que c'est leur avenir qui est en jeu. Et c'est également l'avenir de nos enfants. À travers une marche symbolique qui se termine devant la préfecture de Cayenne, les manifestants ont exprimé leurs revendications. Nous sommes actuellement contre un gouvernement qui est toujours prêt à faire des cadeaux pour le patronat. Nous nous déclarons pour la défense et la conquête de droits nouveaux, ainsi que pour le progrès social. La seule arme des travailleurs est la grève et la mobilisation dans la rue. Une marche, un discours et rien de plus. Dur de se faire entendre pour les manifestants, mais ils ne baissent pas les bras car derrière le silence de la préfecture, ils rappellent que le mois de septembre est loin d'avoir connu son quota de grève. Car si les grévistes de l'éducation ne peuvent pas bloquer le territoire, les routiers, eux, oui. Et avant de refermer cette édition, regardez ces images. Il s'agit de femmes et d'enfants prenant un bain à la rivière à Baillif, un retour aux sources, en tout cas un retour aux traditions d'antan qui apportent fraîcheur et gaieté en cette période propice à la morosité. Voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Mais avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce jeudi 21 septembre. À la une ce soir, nous l'avons vu, l'archipel guadeloupéen, le jour en tout cas, c'est clair pour l'archipel guadeloupéen. Les automobilistes ont commencé à circuler en certains endroits grâce aux travaux de déblaiement des équipes de route de Guadeloupe appuyées par des renforts venus de l'extérieur. Et puis ce soir, 60 000 personnes sont toujours privées d'électricité. Les équipes d'EDF sont à pied d'œuvre, à la fois en Guadeloupe et à Saint-Martin, pour réalimenter les foyers. Et puis nous l'avons vu aussi, Basse-Terre défigurée, meurtrie, déshabillée. Le chef-lieu a souffert et tente aujourd'hui de panser ses plaies. Et enfin, dans notre édition ce soir, focus sur l'île de la Dominique, encore ravagée par un phénomène climatique. Le pays a perdu tout ce qu'il était possible de perdre. Le Coreca lance un appel à la solidarité. Plusieurs points de collecte sont prévus dans l'archipel, notamment à La Casa, à Bemao. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain à 18h50.